vous êtes président du tribunal judiciaire à Sens. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour qu'on puisse parler de votre parcours et parler de votre vision de la justice aujourd'hui. Voilà, donc je vais peut-être commencer par vous laisser vous présenter un petit peu pour ceux qui nous écoutent. Oui, merci beaucoup de m'accueillir sur ce format qui est très intéressant. Alors, moi, je suis magistrat, donc principalement civiliste depuis une dizaine d'années. J'ai un parcours assez classique hein, pour un magistrat. Je fais Sciences Po, j'ai intégré l'École nationale de la magistrature et j'ai exercé quasi exclusivement des fonctions civiles. D'abord, en sortant de l'école de la magistrature comme juge d'instance à Fontainebleau, à l'époque avant la réforme des JCP. Et ensuite, j'ai été à Paris pendant 4 ans où j'étais en chambre civile, à la première chambre civile, où j'avais un contentieux assez original puisque c'était le contentieux de la responsabilité de l'État pour les dysfonctionnements de la justice, avec de ce fait une réflexion déjà assez importante sur la question des délais raisonnables, qu'est-ce que peut faire l'institution judiciaire, ne peut pas faire. Et puis l'autre partie, c'était la responsabilité civile professionnelle des professions du droit, donc aussi la RCP des avocats. Et donc c'était aussi très intéressant pour apprendre le fonctionnement, la façon dont travaillent les avocats. Et puis, à la suite de cette expérience, j'ai rejoint le tribunal judiciaire de Bobigny, où j'ai fait une petite incursion au pénal en président de la chambre des comparutions immédiates, mais assez rapidement de retourner à la présidence d'une chambre civile qui était là plus spécialisée sur les contentieux urbains, donc les baux commerciaux et puis la copropriété. Et ce qui m'a amené à mon poste actuel, donc de président du tribunal judiciaire de Sens, où j'ai une activité civile relativement importante parce que c'est une petite juridiction et parce que j'aime ça. Donc, où je suis en charge des référés, des procédures collectives, de la mise en état et d'une partie du contentieux écrit. Voilà, donc un retour à la polyvalence qui est assez heureux. Ok. Je suppose que pendant toutes ces années, en fonction de tous vos postes, vous devez avoir un regard particulier sur la justice aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez peut-être dire de son évolution, les constats que vous avez pu faire Sur la justice civile, je pense qu'en fait, il y a plusieurs points qu'on peut faire. C'est d'une part, si on essaye d'être positif, de voir qu'on a quand même une grande qualité sur le fond de la justice civile, tant par le travail des avocats que celui des magistrats. Si on essaye d'avoir un regard un peu critique, on est confronté à un défi, mais qui est plus qu'un défi, qui en fait est un problème majeur, qui est celle des délais et de l'embolie du système actuel, hein, qui n'est absolument pas satisfaisant. Mais donc finalement, on est dans une période où euh, chacun fonctionne un petit peu sur les habitudes historiques de sa profession sans peut-être suffisamment prendre le temps de se poser la question du rôle de chacun. À quoi sert aujourd'hui un juge à la mise en état? À quoi sert aujourd'hui un juge à l'audience de jugement? À quoi sert d'ailleurs l'audience? Quel est le positionnement de l'avocat avant d'introduire l'instance, au cours de l'instance, après l'instance? Finalement, on travaille beaucoup sur des automatismes et je pense que ça, on a besoin un peu d'une refonte, d'une réflexion avec un code de procédure civile qui est à la fois très ambitieux et très bien conçu, mais qui n'est pas forcément appliqué. On n'a pas forcément pris le tournant d'un certain nombre d'ambitions qu'avait le code. Et donc, on arrive aujourd'hui à une situation où je pense qu'il y a finalement beaucoup de frustration de part et d'autre. Et il faut absolument qu'on arrive à dépasser ça parce qu'aujourd'hui, l'enjeu des stocks et des délais est l'enjeu principal auquel on est tous confrontés. Hmm. Alors, est-ce que c'est vrai que la question du rôle, elle est pertinente d'un côté comme de l'autre. À quoi sert une audience? J'aime bien cette question, vraiment, à quoi sert une audience? Et se reposer des questions sur l'utilité et l'efficacité de telle ou telle partie du procès, en fait,
Je trouve ça plutôt intéressant. Et j'essayais en vous entendant de me demander, mais d'où est venue cette fracture? Parce que là, on peut vraiment parler de fracture là aujourd'hui, parce que les juges de la mise en état ont toujours existé, par exemple. Est-ce que c'est lié à la numérisation, à l'intervention du RPVA, de notre système, en fait, où on a essayé de beaucoup, comment dire, alors je ne trouve pas le mot, mais oui, on est sur des audiences virtuelles. Mm. Est-ce que ça a joué de manière négative, alors qu'au départ, c'était fait pour faciliter en fait le travail de l'ensemble des acteurs de la justice? Je pense que ça a effectivement été un tournant majeur. Alors, moi, je suis pas du tout nostalgique des anciennes conférences de mise en état où c'était soit un bazar monstrueux, soit vous aviez un seul avocat qui était désigné pour substituer l'ensemble de ses confrères et où c'était quand même très fastidieux. Donc, je pense que de ce point de vue-là, le tournant numérique, il fallait le prendre. Là où, en revanche, on l'a pris peut-être de manière pas assez réfléchie, c'est que on ne s'est pas dit que le numérique n'empêchait pas d'avoir besoin au stade de la mise en état de se rencontrer. Et d'une manière générale, je pense que cette dématérialisation de la mise en état a en fait invisibilisé la phase de mise en état. Mm. Et on considère que finalement, c'est pas vraiment un truc important, alors que c'est absolument fondamental. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que je pense qu'on a une procédure qui se complexifie pour les avocats, donc qui est source de stress, et avec, d'une manière générale, sans doute un niveau d'exigence générale qui a augmenté et qui fait qu'il y a une pression forte et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de possibilités de rattrapage puisqu'on ne se voit plus. Donc ça, moi, je pense que vraiment, si on veut que notre système civil il se modernise et qu'il reprenne de la vigueur, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire remettre tous les moyens sur la mise en état et réfléchir vraiment, c'est quoi une mise en état efficace Oui. et qui serve à quoi, en Mm. fait. C'est Parce se reposer qu'aujourd'hui, les questions oui, de comment en fait le procès peut être et l'organisation de ce procès peut être utile et au service d'une justice efficace en fait. Et parce que euh, là, vous réévoquiez l'idée de remettre le lien. Quand est venue la réforme de la procédure civile avec l'audience d'orientation, avec la prise de date, c'était quand même un peu l'objet oui, de cette c'était réforme. complètement l'idée, mais en réalité, l'audience d'orientation, ça a été une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'on voit bien l'ambition de l'audience d'orientation, et moi je souscris à cette ambition-là de dire on se met tous autour de la table et on décide de ce qu'on va faire de cette affaire. La difficulté, elle est double, elle a été que d'une part, ça ne s'est pas accompagné d'une réforme de l'organisation des juridictions. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit on va mettre un greffier, un magistrat, une salle et on va faire une vraie audience. Et que même quand on l'a fait dans certaines juridictions, cette audience d'orientation, elle venait beaucoup trop tôt. C'est-à-dire qu'elle arrive, le défendeur est tout juste constitué, il a une fois sur deux pas encore eu les pièces du demandeur, et finalement le juge, le président de l'audience d'orientation demande aux parties de se positionner alors même qu'ils ne connaissent pas encore l'instance et ce qu'ils vont faire. Moi, je ne suis pas avocat, mais j'imagine bien qu'il m'est impossible de dire à un juge, bah, j'envisage une voie amiable, ou j'envisage plutôt un circuit court, ou à l'inverse, non, ça va être un dossier très complexe si j'ai pas eu le temps de voir les pièces, si j'ai pas eu le temps de m'entretenir avec le client et de voir un peu quelle est la stratégie de la partie adverse. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument remettre une audience au stade de la mise en état et qu'il faut que cette audience, elle soit l'occasion vraiment de discuter, mais sincèrement, sur quelle est la bonne solution pour ce litige, sortir de l'automatisme. Mais c'est sans doute, cette audience, elle doit sans doute venir un peu plus tard. Mm. Ou à l'issue d'une réflexion déjà plus aboutie des parties. Oui, alors en vous entendant parler, ça me fait penser au modèle québécois où dans le code de procédure civile, il est prévu des conférences de gestion. Et en fait, le rythme du temps est organisé par le code de procédure où on comprend bien l'idée le principe essentiel de ces conférences, c'est de considérer que on se met autour d'une table
quand il est nécessaire de se mettre autour de la table pour discuter de l'orientation et des besoins que le dossier nécessite, soit pour faire une expertise, soit pour faire évoquer des problématiques de pièces, ou bon, alors on est sur une procédure particulière si on a besoin d'un témoin particulier. Donc, vraiment, cette conférence, elle est faite pour dire, ben, là, j'en ai besoin pour pouvoir discuter, en fait. Mais elle n'est pas automatique. Et la notion du temps, je vous rejoins, elle est importante parce qu'il y a parfois des situations où nous aurions en amont à énormément travailler pour pouvoir constituer nos éléments du dossier, échanger, transmis nos pièces, fait des actes, par l'acte de procédure d'avocat, par exemple, on peut faire plein de choses, récolter des preuves. Donc, et arriver à un moment donné où ça coince et on est obligé d'aller saisir le juge pour que on puisse faire trancher un point. Et là, c'est vrai que si on rentre dans un circuit de mise en état classique, on perd du temps parce que il manque une certaine efficacité avec la non-maîtrise des délais, et peut-être que une autre issue serait être possible. Mais il y a des situations complètement contraires où là où je vous rejoins, le travail ne peut pas être fait en amont, les négociations ne peuvent pas être faites pour diverses raisons, et où cette audience qui arrive, ben, c'est forcément, on peut rien en faire en fait, sauf à dire, bah, fixer des calendriers de procédure et fixer des rythmes pour que chacun puisse s'organiser. Donc, euh, est-ce que ça te pose là, du coup, la question du sur-mesure? Exactement. Mais Et comment pallier à cette difficulté-là du sur-mesure, en fait? Parce que on a du mal à pouvoir. Le problème, c'est la coordination entre nous. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce qui a été fait en amont, et nous, on ne peut pas vous communiquer ce qui a été fait en amont non plus, parce qu'on est sur un schéma numérique où on ne rentre pas dans les cases. ouais, je pense qu'il faut vraiment, en fait, assumer un certain nombre de principes. Le principe de proportionnalité procédurale, il va falloir qu'on l'assume clairement. Non, tous les dossiers ne doivent pas suivre le même circuit. Même si on est en procédure écrite, tous les dossiers ne méritent pas de passer un an et demi à la mise en état avant d'être clôturés, d'être fixés à 3, 4, 5 mois selon l'ordre de la clôture. Il faut qu'on assume d'avoir des politiques civiles prioritaires, de dire, voilà, mais moi, dans mon tribunal, quand je clôture la procédure écrite, je priorise certains dossiers sur d'autres pour telle ou telle raison, et je peux m'en expliquer avec les avocats. Et donc, il y a le principe de proportionnalité, il y a aussi le principe j'ai envie de dire, de confiance et de maturité. C'est-à-dire de sortir de cette espèce la mise en état électronique telle qu'elle est devenue, c'est un mélange à la fois d'infantilisation et de défiance. Finalement, les avocats délèguent une partie de leur charge mentale à la juridiction en disant, mais qui doit conclure quand, comment, ben, en fait, c'est pas à moi de le gérer, c'est le tribunal qui gère, tout en admettant que c'est très insatisfaisant d'un point de vue des délais. Et de l'autre côté, ça entretient un espèce de système de défiance vis-à-vis du juge qui finalement, soit il fait pas vraiment son travail, et donc il passe son temps à renvoyer pour la réplique adverse. On a des délais qui explosent. Les avocats vont se plaindre que la mise en état n'avance pas. Mais enfin bon, c'est quand même assez confortable pour tout le monde. Soit on a un juge de mise en état qui est très offensif, qui fixe des délais courts, qui clôture, qui fait des clôtures partielles, qui radie, et les avocats se sentent sous contrôle et dépossédés de leur litige. En fait, il faut réussir à sortir de cette logique, et pour ça, c'est un dialogue de maturité, c'est de dire, attendez, dans ce dossier-là, et on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, je peux, moi, dire au juge, moi, juge, dire au parti, votre litige ne me paraît pas suffisamment important pour justifier une mise en état d'un an. Donc, je vous propose une autre solution. Et de la même façon, il faut que les avocats soient en capacité de m'expliquer, écoutez, Monsieur le Président, je sens bien que vous voulez absolument que nous orienter sur une voie amiable, mais voilà les raisons pour lesquelles nous, on estime que ça n'est absolument pas adapté. Pourquoi on va vous demander de privilégier une autre mise en état? Mais ça veut dire effectivement être beaucoup plus capable de chacun d'assumer son rôle,
Ça veut dire être capable de sortir de l'idée que finalement, bah, mon dossier, il rentre dans un espèce de circuit et tout est pareil, et finalement, j'ai beaucoup moins à réfléchir côté avocat comme côté magistrat. Mais en même temps, enfin, je pense que c'est absolument nécessaire de redonner la maîtrise de la conduite de l'instance aux avocats. C'est les avocats qui définissent la stratégie de résolution du litige. Et c'est ça l'esprit des textes, à mon avis. Oui, c'est ça Euh, l'esprit des textes. et le juge vient soit s'il y a un désaccord entre les parties, soit pour trancher une difficulté juridique, et on retrouve la logique du juge d'appui, en fait. Moi, je suis là pour venir, en fait, je ne suis pas là pour faire le calendrier de tous les litiges civils de mon ressort. En revanche, je dois pouvoir être disponible quand les avocats me disent dans ce dossier, on achoppe sur tel point, sur telle stratégie on est en désaccord, ou sur ce dossier-là, parce qu'il y a une complexité particulière, on a besoin d'une mise en état avec un juge beaucoup plus présent. Typiquement, vous êtes dans un litige où il y a, je ne sais pas moi, une vingtaine de parties, une vingtaine d'avocats. Je comprends bien que les avocats vont me dire, écoutez, si on essaye de se mettre d'accord entre nous dans le détail de tout, on ne va pas y arriver. On a besoin d'un cadre général qui puisse être fixé par la juridiction. Mais ça veut dire aussi se refaire confiance et se redonner confiance. Tout à Euh, fait. il faut que le juge il faut que le juge ait confiance en lui pour assumer qu'il est une politique civile, et il faut que les avocats aient confiance en eux pour dire, en fait, une expertise, on n'a pas besoin d'un juge. Ah non. Bon, j'aime bien la notion de maturité. On pourrait même parler de responsabilisation, en fait. Se responsabiliser dans la gestion de nos dossiers, dans la mise en conduite du procès. Et c'est vrai que vous concernant dans votre posture de magistrat, juge de la mise en état, parfois on manque d'appui face à des situations de déloyauté procédurale, de violence judiciaire, où vous pourriez être extrêmement aidé à la protection des droits et du procès équitable par votre présence pour mettre un cadre et des limites, alors que là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez même pas être dans ce rôle-là, vu le système dans lequel on est tous inscrits là. Euh, Quelles seraient selon vous les pistes d'amélioration du coup que vous pourriez comme ça imaginer Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on rénove la procédure participative, parce que c'est une piste qui est essentielle, mais qu'on la rénove. Euh, En fait, le péché originel de la procédure participative en France, c'est qu'on a voulu mélanger procédure participative et procédure participative de mise en état. Et qu'on a dit tout ça, c'est à peu près la même chose. Et pour en plus bien complexifier tout ça, on a mis ça dans le cadre de l'amiable. Euh, et ce qui, du coup, était quand même le meilleur moyen, d'une part, de faire perdre pied à tout le monde, et puis d'avoir l'impression qu'on nous imposait encore par un énième biais des voies amiables dont, parfois à tort et parfois à raison, on pense que c'est pas adapté au litige en question. D'une part, il y a une espèce de confusion générale qui était quand même très problématique. Et puis, moi, je crois que l'erreur aussi, c'est d'avoir voulu être trop ambitieux. Euh, Moi, je dis, hein, dans le monde idéal, moi, j'aimerais beaucoup, effectivement, voir des conventions de procédure participative où arrive sur mon bureau un acte unique rédigé par les deux avocats qui me saisit en détail du litige et qui m'identifie les points. C'est pas la façon qu'ont les avocats de travailler. C'est pas leur fonctionnement habituel. Et je pense que si on veut euh, réussir des choses, il faut aussi les faire un peu avec une politique des petits pas. Donc, je crois qu'il ne faut pas essayer de vouloir que de A à Z, d'un coup, on transforme complètement la façon de travailler. Euh, il faut repartir de ce qu'on sait faire. Et qu'est-ce que savent faire les avocats en France? Ils savent conclure. Ils savent conclure. Donc, il faut laisser cette possibilité-là, simplement partir sur des ambitions mesurées. Est-ce qu'on a besoin du juge pour fixer le calendrier? Non. Est-ce qu'on a besoin du juge pour ordonner un certain nombre de mesures sur lesquelles on est d'accord? Non. Et en fait, de redire, mais finalement, une mise en état conventionnelle, c'est quoi? C'est on n'est pas d'accord sur le fond du litige. Il n'y a pas de confusion avec le fait que
on ne veut pas forcément déboucher sur un mode amiable. Très bien, on est d'accord sur le fait qu'on ne veut pas de mode amiable, mais en revanche, on est parfaitement d'accord sur combien de fois on va conclure, de quoi on a besoin comme pièce et dans quel délai on va être jugé. Mais si déjà on arrive à faire ça, en fait, Ça, ce c'est sera on énorme estime. parce que ce sera un changement de culture tellement important. Et une fois qu'on a fait ça, le reste suivra en réalité, ou ne suivra pas d'ailleurs si ce n'est pas nécessaire. Mais il faut vraiment y aller un peu en partant de ce qu'on sait faire au départ. Mm. C'est quand même un gros chantier. Parce que Oui, savoir travailler ensemble en tant qu'avocat, c'est pas notre. mais c'est pour ça que je pense aussi que là où il faut qu'on sorte, et là j'ai bon espoir quand même que les travaux de la chancellerie aboutissent à cette solution, c'est aussi de sortir du tout ou rien. C'est-à-dire que le système Oui. qui veut dire, soit vous faites de la procédure participative et en gros, bah, vous vous débrouillez tout seul, et si ça se passe mal, bah, il faudra tout reprendre depuis le début, et tant pis pour vous. Ou alors vous partiez dans le système lourd mis en état, et en fait de prévoir simplement la possibilité de ce juge d'appui. Alors, moi, je le dis toujours un peu en plaisantant, mais je pense que c'est pas complètement faux. J'appelle ça un peu le juge doudou. C'est-à-dire que Oui. même si on n'a pas forcément besoin de le saisir, bah, le fait de savoir que quand même on peut le saisir, qu'il y a un juge qui peut être là dans l'équation, d'abord ça peut rassurer les clients. Et je pense que ça peut aussi prémunir beaucoup d'avocats des craintes d'une déloyauté de la partie adverse. Mm. Donc, je pense que si on peut faire un truc un peu entre les deux, et moi, ce qui m'intéresse beaucoup côté magistrat, c'est que du coup, ça aussi reforce le magistrat à se repositionner sur là où il est censé avoir une plus-value, c'est-à-dire trancher les désaccords. Mm. Oui, donc en gros, les pistes d'amélioration, ce serait déjà se mettre d'accord sur les principes et les rôles de chacun et repenser les rôles de chacun pour redonner de la valeur et du sens à nos métiers et en ayant pour objectif de faire en sorte d'accompagner les justiciables dans le cadre d'un procès à la résolution effective d'un litige en fonction du contexte. C'est-à-dire que bah, on est sur un petit litige, et ben, on oriente différemment, on a une procédure et un rythme différent. On a une situation plus complexe, ben là on a un cadre qui est quand même un peu plus sécurisant et un peu plus encadrant. Donc les pistes d'amélioration, c'est la réflexion sur nos rôles déjà et véhiculer beaucoup d'informations autour de ça. Et puis, ben, quand je vous entends parler, ça veut dire aussi laisser l'espace dans nos modalités de saisine qui sont quand même automatiques ou dans le RPVA pour ceux qui connaissent un peu le système ou de notre prise de date où en fait, nous, avocats, pour pouvoir saisir la juridiction, on doit demander une date pour pouvoir assigner et signifier par un huissier et transmettre à l'autre défendeur cet acte-là qui fige nos demandes. On a des déroulés avec des mentions express et si on ne rentre pas dans la case, ça ne va pas. Et la case procédure participative de mise en état, elle n'y est pas, par exemple. Ce qui est quand même assez incroyable alors que, il n'y a aucune... Enfin, c'est dans notre code de procédure civile, c'est depuis 2010, c'est enfin un décret 2012. Mhm. Donc, est-ce que déjà, c'est un gros chantier, je suppose, que de changer ce mode de fonctionnement un peu numérique? Ouais, on est très prisonnier du cadre numérique et à la fois, on ne l'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on soit en capacité, on est des professionnels du droit, de s'abstraire de contraintes numériques qui ne sont pas des contraintes légales. Hmm. Donc c'est aussi ça un autre enjeu, mais c'est pas parce que mon logiciel me dit que je ne peux pas avoir les conclusions dans ce dossier à ce moment-là pour telle ou telle raison informatique que ça veut dire que ces conclusions ne me saisissent pas juridiquement. Donc Hmm. c'est aussi quelque chose, et ça je pense que ça a énormément aussi été un irritant chez les avocats Tout à fait. et une source d'insécurité assez forte, ce numérique qui n'est pas toujours tout à fait au point. Mais ça, il faut en sortir. Je pense qu'il faut vraiment des modalités assez simples et qu'en Comme des fait, chartes de c'est pratique, en fait. exactement. Et puis
recréer ce lien-là, c'est-à-dire, alors moi je suis dans un petit barreau actuellement, mais même quand j'étais au barreau de la Seine-Saint-Denis, en fait, de ne pas hésiter à remettre du contact. J'ai essayé de passer cette assignation, ça marche pas, je comprends pas dans quel cas je suis, bah, je vais voir le magistrat. Et soit on trouve une solution ensemble, soit on trouve un contournement ensemble. Mais on y arrive toujours. Mm. Remettre de l'humain. Il faut remettre de l'humain et puis, encore une fois, moi je crois que si on se met autour d'une table pour discuter d'une affaire, on ne perd pas son temps. Ah non, jamais. Donc, je crois qu'il y a un projet qui est en cours au niveau d'une réforme en cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux, trois mots ou ça reste confidentiel Pour l'instant, on est vraiment, donc c'est un groupe de travail qui a été installé par la Direction des affaires civiles et du Sceau sur justement cette réforme de la procédure participative. Puisque bah, tout le monde en constate l'échec, hein, le fait que ça n'a pas du tout été pris dans les juridictions et que c'est pas du tout quelque chose qui est dans la culture. Donc pour l'instant, on n'a pas du tout arrêté nos travaux et nos idées sur ce que ça doit devenir. Ce qui est certain, c'est que on va en profiter pour clarifier la place de cette procédure participative par rapport au mode amiable. Et que le groupe de travail est dans une dynamique, en tout cas très intéressé par la question de cette mise en état conventionnelle avec juge d'appui, qui, je pense, peut être le bon moyen de commencer de la procédure participative. Euh, et puis, encore une fois, moi, je suis très... là, c'est une position personnelle, mais je crois que on a vraiment un chantier qui est la reconquête de la confiance en soi et la reconquête que les avocats comprennent qu'ils sont tout à fait en capacité de gérer les instances beaucoup plus qu'ils ne le font. Et ça veut dire, par exemple, moi, je réfléchis beaucoup sur la question des expertises en référé. En réalité, 80% des expertises qu'on me demande en référé sont des expertises dans lesquelles les parties sont toutes d'accord. Donc pourquoi pas faire un acte d'avocat qui va permettre aux avocats de choisir leur expert, d'avoir la main sur l'expert, y compris en termes de délai, et soyons tout à fait clairs, y compris en termes de en termes coût, de coût? ce qui est quand même essentiel pour les parties, et ce qui est beaucoup plus intéressant, de ne pas avoir la rigidité de devoir passer par l'organisation de la juridiction avec la régie, le greffe, voilà, de garder cette souplesse-là. Et sans doute qu'il faut que nous, on puisse, au niveau des textes et au niveau de la juridiction, alors garantir la valeur de l'expertise, ça, c'est pas compliqué parce que les actes d'avocat ont une valeur qu'elles sont largement reconnues, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais peut-être valoriser la possibilité là encore, saisir le juge s'il y a une difficulté en cours d'expertise. Parce que si je dis à mes avocats, en fait, ne passez pas par moi, faites une expertise par acte d'avocat, on va me dire oui, c'est très bien, on est d'accord, mais si au bout d'un an, il y a un problème et qu'on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on refasse une expertise judiciaire. Donc là, l'idée, c'est aussi de permettre la saisine d'un juge d'appui pour finalement mais remettre, ce qui est quand même assez, je trouve, l'idée, remettre le juge au service des parties. C'est-à-dire que quand on dit le procès est la chose des parties, ça ne veut pas dire, contrairement à ce que beaucoup de magistrats et d'avocats pensent, que la mise en état va durer autant de temps que nécessaire jusqu'à ce que les avocats s'épuisent et disent on veut la clôture. C'est pas ça le procès est la chose des parties. Le procès est la chose des parties, ça veut dire nous parties, on décide de l'intervention du juge. On est capable de dire je veux le juge pour trancher cette question, mais pas sur cette question. Ou je veux le juge maintenant pour ça et plus tard pour autre chose. Et ça, de revenir quand même à cette pensée originale, je trouve que c'est assez moderne, paradoxalement. Oui, c'est assez moderne parce que c'est responsabiliser aussi donc le justiciable dans la gestion de la résolution de son litige également et par le biais du juge et la gestion de son procès. Il y a, quand vous évoquiez la question de l'expertise et puis surtout laisser aux avocats l'opportunité ou la responsabilité de gérer leur calendrier. On entend souvent beaucoup de nos confrères dire: ah oui, mais ça, c'est pas mon rôle.
moi, comme si le juge, la justice était un service et que, en fait, ça n'était pas, ça faisait pas partie du rôle de l'avocat que il y a comme une, euh, une résistance en disant ça, je veux pas le prendre parce que c'est pas à moi de le faire. Et en fait, on me donne des choses à faire que je n'aurais normalement n'ai pas le droit de le faire. Qu'est-ce que vous répondriez à ces personnes qui ont cette façon de penser? Moi, je pense que le fait de se mettre en état, c'est d'abord la responsabilité des parties, finalement. Le juge de la mise en état, le nom est assez mal choisi. En réalité, on est plutôt sur un juge d'instruction civile qui normalement devrait avoir un rôle vraiment réservé à la nécessité d'intervenir, soit par une décision qui tranche un incident, soit par une décision qui ordonne une mesure préalable au procès. C'est les dispositions du Code de procédure civile, hein, c'est listé quand même. Bien sûr, et en fait, on a transformé ce rôle de gestion du calendrier au juge à mise en état, ce qui ne me paraît pas très satisfaisant, mais jusqu'à ce que finalement on finisse par entendre des discours disant, mais finalement, est-ce qu'on a besoin d'un magistrat pour faire ça? Et donc finalement, pourquoi est-ce qu'on ne délègue pas la mise en état au greffe, ou pourquoi pas complètement à de l'intelligence artificielle, ou Exactement. finalement à un truc. Et si c'est effectivement juste de dire qui a conclu en dernier, à qui est le tour, et de simplement de prendre acte comme quand tout le monde dit bah, c'est bon, j'ai plus rien à dire, je suis d'accord pour la Bah, il y a clôture. un robot qui pourrait le faire, hein, très Bah alors ça, facilement. on n'a pas besoin effectivement de magistrats, mais c'est cette politique-là qui nous a conduit à considérer que quand vous avez un litige qui porte sur 10 000 euros, il est acceptable qu'on ait une mise en état qui dure 18 mois et qu'on ait après 6 mois ou un an de délai de fixation, et que, enfin, alors que c'est absolument scandaleux et aberrant. Donc, moi, je crois que c'est quand même aussi beaucoup plus intéressant dans la relation de l'avocat à son client. Alors là, je parle de quelque chose que je connais beaucoup moins bien, mais enfin, intuitivement, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'accompagner une partie, y compris en lui disant, voilà la stratégie qu'on va adopter, voilà ce qu'on est en train de discuter avec la partie adverse sur le timing et la façon dont on va organiser nos échanges, que de simplement tenir au courant son client tous les 2 mois en disant bah, votre affaire a de nouveau été renvoyée parce que la justice est lente et c'est à un tel de conclure. Mais enfin, j'ai pas bien compris pourquoi il y a eu un renvoi. Enfin, c'est Oui. aussi C'est sûr le rôle que d'accompagnement qui change. et alors, c'est exactement ça, c'est le rôle de l'accompagnement qui change et peut-être que il y a eu une certaine, on s'est un peu assis sur nos lauriers, comme on dit, c'est-à-dire on a pris des mauvaises habitudes, mais les habitudes peuvent changer. Mais on revient aussi à l'idée qu'on a quand même considéré que tout ça, c'était pas vraiment du travail. Que Oui, finalement, la mise en état n'était pas vraiment une tâche pour les parties, et que pour le juge, c'était quelque chose qui était un peu chronophage, mais très administratif, dans lequel il mettait pas vraiment d'office, dans lequel il n'y avait pas de politique juridictionnelle, alors que moi, je suis persuadé de l'inverse, et qu'il faut aussi, en revalorisant cette phase-là, finalement, on revalorise le travail des acteurs, mm, parce que le travail de l'avocat, il ne doit pas uniquement se voir dans les conclusions au fond. mm, Euh, oui, il se voit aussi dans la stratégie de comment je construis l'instance, comment je mm, construis mon rapport aux autres parties, comment je construis ma politique d'incident par incident. Euh, Tout ça, c'est fondamental, et ça pose aussi la question ben, aussi du coût, hein, parce que c'est aussi une vraie réflexion qu'on a sur la procédure participative, mais c'est de pas être naïf sur ce point-là, et effectivement de dire d'être en capacité de dire, mais si en fait on demande aux avocats beaucoup plus de travail sur cette phase de préparatoire au procès, ben c'est du travail qui va être facturé. oui, Et donc ça veut dire aussi que il faut qu'on ait cette réflexion sur le coût du procès civil, sur laquelle on est encore, franchement, dans une espèce de mythe absolu, une espèce de gratuité, rien ne coûte rien, alors que c'est évidemment absolument faux. non, c'est absolument faux. Mais c'est un sujet qui est en effet extrêmement important parce que les freins sont liés à l'argent aussi. Alors les habitudes, les problématiques de sens de notre rôle et toutes les réflexions qu'on vient d'évoquer, mais le coût aussi de la justice est un enjeu parce que
vous avez certains magistrats qui estiment que l'accès à la justice doit être gratuit ou il y a un principe de l'accès au juge et que ce n'est pas possible de faire porter ce coût-là de manière trop importante. Et en même temps, il y a des procès, c'est cher quand même. Alors, c'est moins cher que dans d'autres pays, mais ça a un coût véritable, mais dont on ne parle pas, qui est beaucoup plus dilué. Alors que dans le cadre d'une administration de son procès, ce coût-là, il est beaucoup plus condensé en fait, parce que le travail, il est fait bien en amont, dans un temps beaucoup plus court, et donc du coup, dans un temps dans une facturation beaucoup plus lourde pour le justiciable, avec une corrélation avec l'aide juridictionnelle qui n'est pas forcément bien présente non plus. Donc, ça pose de vrais sujets, mais je pense que c'est plus un sujet de société où dans notre société, on ne parle pas d'argent en fait. Et puis, on ne sait pas parler d'argent. C'est un peu paradoxal parce qu'en réalité, si vous voulez, comme faut regarder, on a du mal à parler effectivement du coût de l'avocat dans la phase de mise en état. On a ce sujet de l'article 700 qu'on n'arrive jamais vraiment à aborder de manière satisfaisante. On a l'aide juridictionnelle. Enfin, moi, ce que je vois, par exemple, c'est que sur les expertises, on n'a aucun problème avec le coût des experts et de dire qu'une expertise, ça coûte cher et qu'il faut que les experts soient payés à hauteur du temps qu'ils ont passé sur un dossier. Donc, on a aussi quand même une espèce de pudeur à géométrie variable avec l'idée que oui, mais l'auxiliaire de justice, c'est pas exactement pareil, en fait. Il y a un côté un peu nébuleux. Moi, je serais, par exemple, alors, on va pas forcément lancer le débat sur l'article 700 parce que on pourrait y passer 4 heures, mais moi, je serais, par exemple, tout à fait d'accord pour un système où on dit aux parties, mettez-vous d'accord sur le coût du procès. Oui, Vous n'êtes comme pas en d'accord Allemagne. sur le litige, mais vous pouvez vous mettre d'accord sur combien ça vous coûte et que le juge soit tenu par cette évaluation. Alors, OK, c'est la partie perdante qui supportera le coût du procès, mais plutôt que de mettre un espèce de 3 000 € forfaitaire dont tout le monde sait pertinemment qu'il ne recouvre absolument pas la réalité des coûts engagés par les parties, de dire bah, les parties se sont collectivement mises d'accord à l'issue de la mise en état pour évaluer le coût de ce procès à 15 000 € chacun. Et donc la partie qui perd aura à supporter les frais du procès de l'autre. Là aussi, on est dans une idée de responsabiliser. OK, et une fois qu'on sait ça, ben, on continue notre litige ou on continue pas, ou on discute, on transige. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles je trouve qu'on devrait être beaucoup plus audacieux et que ça revalorise aussi quand même considérablement le rôle de l'avocat. Oui, c'est sûr. Peut-être une dernière question parce que je sais que vous êtes coprésident d'une association. Est-ce que nous pouvez nous parler de cette association de magistrats civils? Depuis quand elle a été fondée? Quel est son objet? Ben, c'est une association, l'Association des magistrats français pour la justice civile, qu'on a créée il y a un peu plus un an et demi maintenant. Qui est né en fait d'un constat qui est que vous avez des associations professionnelles de magistrats dans tous les domaines sauf le droit civil. Alors, à l'exception d'une association des magistrats pour la famille et pour l'enfance, mais qui finalement était très centrée sur les fonctions de juge des enfants, vous n'aviez pas d'association de magistrats civilistes. Alors, c'est pas créer une association pour créer une association, mais c'est parce qu'on a aujourd'hui dans la magistrature un déficit très important d'attractivité des fonctions civiles, parce que ce sont des fonctions qui sont perçues comme assez ingrates, comme solitaires. Vous avez aussi des questions statutaires qui font que on ne sait pas forcément vu de l'extérieur de l'institution judiciaire, mais par exemple, par principe, un juge civil est moins payé qu'un juge d'instruction, par exemple. Oui, d'accord. C'est pas les mêmes montants d'indemnité. Voilà, donc c'est un peu vexatoire par principe. Donc il y avait vraiment ce besoin-là et de dire, dans le cadre à la fois des réflexions budgétaires et des réflexions sur l'organisation des juridictions, et puis le tournant numérique, c'est dit il faut que les pouvoirs publics aient un interlocuteur. Et c'est ce qui nous permet aussi de participer à tous les travaux sur les réformes de procédure civile. Et ce qui était très intéressant, c'est que l'association a été créée et
un mois après, on était dans le bureau du garde des Sceaux et du directeur de cabinet du ministre de la Justice et du directeur des services judiciaires parce qu'il y avait un vrai déficit de représentation des juges civilistes. Donc, Mm. on essaye à la fois être porteur de cette idée. Moi, je crois beaucoup à l'idée qu'il faut revenir à une politique civile. Il faut avoir des Mm. ambitions de politique civile et aussi cette idée de faire en sorte que vous ayez encore des magistrats devant vous pour la justice civile, parce que c'est vraiment un enjeu énorme pour nous d'attractivité. Mm. Et vous travaillez sur quel type de projet en ce moment, du coup? Alors, on est à la fois sur des projets de réforme de la procédure civile. On D'accord. réfléchit beaucoup sur la question du coût du procès. C'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Euh, et on travaille aussi sur le numérique, puisqu'on va avoir la refonte du portail civil et qui pose beaucoup de questions sur justement aussi les interactions qu'on veut avoir avec les avocats et comment est-ce qu'on profite du numérique sans encore plus tout cloisonner Mm. et vraiment de continuer, enfin pouvoir remettre de l'humain, remettre Mm. de la proportionnalité dans Mm. toutes ces procédures. Le digital au service de l'humain. Exactement. Tout à Bon, bah, fait. merci beaucoup, Monsieur Bergère Mestrinaro, pour Je vous cet en prie. échange. C'était très riche. À bientôt, peut-être pour d'autres échanges, pour Ce d'autres sera avec grand travaux. Oui. plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.